Bonsoir, nous nous retrouvons donc pour notre second rendez-vous des procès du siècle dans le cadre des lundis d'après au MUSEM. Ce soir, le procès met face à face l'industrie du divertissement qui est assignée à comparaître et la jeunesse se porte plaignante. Dans cette période de confinement qui se prolonge, nous avions espéré pouvoir se retrouver avec vous dans cette salle, mais en votre absence, nous ne pourrons pas donc mener cette délibération publique comme nous l'avions espéré, et nous nous contenterons, disons, d'ouvrir le sujet et de soumettre à la question l'industrie du divertissement. Alors, autour de cette table, plusieurs comédiennes et comédiens de la compagnie Balagan, Éric, Bounsi, Fabienne, Élise et Jean-Luc. Et puis nous avons deux invités que nous recevons. Stéphane Marchand, qui était présent déjà avec nous lors de la rencontre avec Pierre Chiron sur la rhétorique et post-vérité. Stéphane qui organise avec nous cette série de rencontres et de thématiques sur ces différents procès. Stéphane est maître de conférences en philosophie ancienne à Panthéon-Sorbonne Paris 1 et Stéphane a publié un ouvrage sur le scepticisme. Et puis nous recevons ce soir également Ronan de Calan, maître de conférences lui aussi à Panthéon Paris 1 Sorbonne. Ronan travaille plus particulièrement sur l'histoire des philosophies des sciences et a publié tout récemment à l'automne chez Flammarion Philosopher à 20 ans. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous a semblé important, pendant le temps de préparation de ce débat, de situer un petit peu comment nous entendons ce conflit entre l'industrie du divertissement et la jeunesse. Pour situer le débat que nous nous proposons de mener ce soir, je pense utile de poser et de préciser deux termes principaux, qui seront un peu les deux pôles autour desquels vont s'organiser notre réflexion. Le premier terme est celui du temps libre. Temps libre, libéré par les révolutions industrielles successives et révolutions informatiques, évidemment, qui ont pour effet d'accroître et de plus en plus, et dans les années qui viennent encore davantage, le temps libéré du travail et qui nous rend donc dans cette disponibilité, mais qui est aussi un temps qui immédiatement est un enjeu économique, puisque le travailleur étant libéré de cette astreinte au travail devient potentiellement un consommateur et donc peut par là même réinvestir son énergie et sa puissance de consommation dans la grande machine de production. Donc le temps libre, qui bien évidemment a des effets tout à fait bénéfiques, c'est l'interdiction du travail aux enfants, c'est l'assurance chômage, c'est l'assurance des retraites. Voilà, un certain nombre d'effets qui sont les conséquences de cette modernisation et révolution industrielle. D'un autre côté, l'autre terme que nous devons préciser est celui de l'attention. L'attention, c'est finalement cette capacité que nous avons, chacun de nous, de diriger, de fixer notre attention et donc de choisir dans l'immensité du monde réel qui nous entoure à quoi nous portons notre attention réelle qui, dès lors, nous constitue. Alors, évidemment, nous avons une liberté dans le choix des objets sur lesquels nous portons notre attention, mais le philosophe Matthew Crawford, par exemple, nous alerte sur le fait que nous vivons, pour lui, aujourd'hui, une crise grave de l'attention, dans la mesure où l'attention est aussi l'enjeu d'un conflit, puisque l'industrie du divertissement cherche, elle aussi, à capter et retenir
notre attention. Et donc nous essaierons de voir ensemble à quoi et comment cette transformation et cette captation de l'attention produit une transformation même de la société dans laquelle nous vivons. Voilà un peu les deux pôles qui vont structurer notre réflexion. Alors un mot sur la jeunesse. La jeunesse est plaignante, disons, dans notre débat. Ce n'est pas pour dire que cette question du temps libre, de l'attention soumise à la pression de l'industrie du divertissement n'est une question qui n'appartient qu'à la jeunesse. Nous sommes tous potentiellement concernés, évidemment, par ces enjeux-là. Mais la jeunesse nous semble intéressante comme un point de vue orienté, une façon d'aborder le sujet du point de vue de la jeunesse. Et puis la jeunesse aussi parce que peut-être c'est un moment de fragilité dans le moment où l'individu constitue son attention, fortifie sa capacité d'attention. Et donc peut-être c'est une cible, un cœur de cible, pour rester dans le jargon commercial, un cœur de cible et peut-être aussi un moment de fragilité qui donc nécessite qu'on y regarde d'un peu plus près sur les mécanismes qui essayent d'attraper et de retenir l'attention de notre jeunesse. Alors, peut-être il y a une première question que nous pouvons nous poser pour ouvrir ce débat. Finalement, c'est la question de l'objet. À quoi pouvons-nous, à quoi consentons-nous à porter notre attention dans ce temps libre? Quel est l'objet du divertissement? Divertissement dont, évidemment, nous avons besoin comme une nécessité absolument physiologique. Le philosophe Blaise Pascal fait de cette question initiale un enjeu tout à fait premier dans ses pensées. Et véritablement, il s'agit pour lui de fonder l'attitude même de la réflexion, c'est-à-dire comme l'effort de l'homme à revenir sur lui-même pour considérer la finitude qui est la sienne. Alors peut-être commençons par écouter de nouveau, prenons le temps d'écouter quelques mots de Pascal et voyons comment déjà il pointe cette problématique. Bounsi, est-ce que tu nous ferais entendre la voix de Blaise Pascal? Volontiers, si j'arrive. Quand je m'y suis mis, quelquefois, à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent dans la cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, etc., j'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans sa chambre. Un homme qui a assez de biens pour vivre, s'il savait demeurer chez soi avec plaisir, n'en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d'une place forte. Et on ne recherche les conversations et les divertissements des jeux que parce qu'on ne peut demeurer chez soi avec plaisir. Mais quand j'ai pensé de plus près, et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir la raison. J'ai trouvé qu'il y en a une, bien effective, et qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle, et si misérable que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près. De là vient que le jeu et la conversation des femmes, la guerre, les grands emplois, sont si recherchés. Ce n'est pas qu'il y ait là, en effet, du bonheur, ni qu'on s'imagine que la vraie béatitude soit d'avoir l'argent qu'on peut gagner au jeu, ou dans le lièvre concours, on n'en voudrait pas s'il était offert. Ce n'est pas cet usage molle et paisible qu'on recherche, ni les dangers de la guerre, ni la peine des emplois, mais c'est le tracas qui nous détourne d'y penser et nous divertit. De là vient que les hommes aiment tant le bruit et le remuement. De là vient que la prison est un supplice si horrible. De là vient que le plaisir de la solitude est une chose incompréhensible. Et c'est enfin le plus grand sujet de félicité de la condition des rois, de ce qu'on essaie sans cesse
à les divertir et à leur procurer toutes sortes de plaisirs. Le roi est environné de gens qui ne pensent qu'à divertir le roi et à l'empêcher de penser à lui. Car il est malheureux, tout roi qu'il est, s'il y pense. Merci. Alors Stéphane, sommes-nous donc inconsolables lorsque nous considérons le malheur de notre condition faible et mortelle? Et sommes-nous aujourd'hui, chacun d'entre nous, devenus ce roi qu'on essaie de divertir par tous les moyens? Merci. Alors, moi, ce qui m'a intéressé dans ce sujet et dans l'usage que tu voulais faire de ce texte de Pascal, c'est justement le fait que l'approche de Pascal est très globale et finalement, elle ne cherche pas tellement à définir quel est l'objet du divertissement, tel ou tel divertissement, mais le fait que tout ce que nous faisons est divertissement pour une raison, ce que Pascal présente comme étant la raison principale de ce mouvement, le fait que nous ne puissions pas finalement penser, assumer notre condition faible et mortelle ou la penser directement. Et que donc tout est bon finalement pour s'abrutir et pour éviter de penser à cette béance qui, pour Pascal, nous constitue. Alors finalement, dans ce mouvement, ce qui est intéressant, c'est de montrer que, au fond, nous sommes prêts à tout pour nous divertir, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire pour échapper à la vision de notre condition. Et autant le tracas, comme dit Pascal, que le plaisir est toujours plus souhaitable dans la société que décrit Pascal, que de passer du temps avec soi-même pour penser à notre condition. Alors, est-ce qu'on est devenu cet homme du divertissement Alors, bon, évidemment, à l'heure actuelle, avec le confinement, c'est assez à prendre avec un peu de sel, puisque nous sommes tous condamnés à rester chez nous, ce que précisément Pascal nous dit que nous sommes incapables de faire. Mais on se dit quand même que qu'est-ce que ça aurait été si nous n'avions pas eu Internet, enfin tous les moyens de distraction que nous avons eus et que nous avons épuisés durant ces pénibles mois. Pascal nous montre bien, en quelque sorte aussi, que nous avons pourquoi nous avons eu besoin de nous divertir et que c'est quasiment une condition naturelle, quoi. Alors, est-ce qu'on est devenu, donc c'était ça ta question, hein, est-ce qu'on est devenu cet homme du divertissement? En partie oui, parce que en effet la société telle qu'elle est organisée pour nous, c'est ce qu'on verra avec Arendt, une succession de travail et de loisirs, et ce loisir est devenu presque nécessaire physiologiquement pour pouvoir continuer à travailler. Mais moi, ce qui m'intéressait davantage dans le texte de Pascal, c'est vraiment cette idée qu'il y a quelque chose à quoi on essaye d'échapper dans le divertissement, et que, en fait, c'est comme une fuite en avant, quelque chose qui fait on préfère toujours aller de l'avant plutôt que de s'arrêter un instant pour penser à soi, mais pas à soi comme sujet, penser à notre condition. Alors, je ne sais pas si on est devenu ceci, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des forces qui font on doit se dépaître de ça, essayer de vivre avec ça. Et évidemment, bon, voilà, quand on a affaire à des étudiants, quand on éduque des enfants, on est obligé de se poser cette question de l'envahissement du divertissement. Alors Ronan, comment peut-on penser le statut de la jeunesse dans son rapport particulier au divertissement? Qu'est-ce que la jeunesse d'abord? C'est tout de même une question à se poser. Il y avait une belle réponse de Bourdieu à cette question dans le simple titre d'un article qui s'appelait « La jeunesse n'est qu'un nom ». Si on regarde, tout le monde sait ce qu'est la jeunesse. Spontanément, la jeunesse, elle se définit par des classes d'âge. Vous avez la prime jeunesse, la première jeunesse ou la seconde jeunesse. Vous avez une jeunesse qui se situe grossièrement de 4 ans à l'adolescence, et puis une seconde jeunesse qui irait de l'adolescence à l'entrée dans la vie active, et c'est ainsi qu'on la définirait spontanément. C'est-à-dire la jeunesse, c'est un temps qui est associé à une certaine forme de loisir. Ça, c'est vrai, c'est quelque chose sur lequel je voudrais revenir. Mais il y a une notion sociologiquement différenciée de la jeunesse. On n'est pas jeune n'importe comment, et on n'est pas jeune n'importe quand. On peut cesser d'être jeune très tôt. Rentrer dans la vie active à 14 ans, par exemple, c'est parfois perdre sa jeunesse.
avoir une grossesse à 15 ans, 16 ans, c'est parfois perdre, dit-on même d'ailleurs, sacrifier sa jeunesse. Donc être jeune, peut-on l'être indéfiniment dès lors qu'on a repoussé au maximum les contraintes de la vie active? C'est une question qui gagnerait à être, me semble-t-il, à être posée ou à être pensée. Il n'en reste pas moins qu'on a un point d'appui assez solide dans la discussion qu'on vient d'engager sur cette industrie du divertissement, qui, me semble-t-il, est le suivant. Ce qui caractérise la jeunesse, c'est un certain rapport au temps. C'est un certain rapport au temps qui n'exclut pas forcément toute vie active. Il ne faut pas oublier quand même que 50% des étudiants en deuxième année à la faculté ou ailleurs sont salariés, autrement dit, ils travaillent. Mais c'est un certain rapport au temps qui est un rapport au temps social, disons, et à ses exigences légèrement différenciées. C'est ce qui nous permet justement d'inaugurer un rapport particulier de cette jeunesse au divertissement, et ce qui fait que l'industrie du divertissement, puisque c'est d'elle qu'on va parler, la cible d'une certaine manière. C'est quelque chose qu'on pourrait essayer de penser ensemble. La jeunesse est-elle le roi sans divertissement qu'on essaye d'amuser d'une façon ou d'une autre? C'est quelque chose qui, me semble-t-il, gagnerait à être discuté. Mais gardons en tête une chose. La jeunesse n'est pas sans travail, la jeunesse travaille, elle a un rapport à la scolée, c'est une dimension très importante du temps libre sur lequel nous ne sommes pas encore revenus actuellement, qui est le temps libre occupé par l'étude. Et ce temps libre occupé par l'étude, eh bien, ça reste du temps libre au regard du temps social qui est celui du travail productif, puisque c'est un travail qui ne vise qu'à la production de soi-même et à la production de connaissances, ou éventuellement, si on raisonnait de façon cynique, effectivement à la professionnalisation d'un individu, mais ça reste tout de même un temps qu'on peut qualifier de libre. Et puis, par ailleurs, elle a une forme d'oisiveté. Et cette oisiveté-là, il faut essayer de la penser ensemble, et en particulier essayer de penser son caractère problématique, parce qu'on a toujours essayé de l'enrégimenter, cette oisiveté. On a toujours essayé de la remettre en cause, et lorsqu'on attaque l'industrie du divertissement, parfois aussi, on attaque un peu un certain statut de la jeunesse. C'est quoi l'industrie du divertissement? Juste pour entrer dans le second débat, au fond, on a un plaignant, on vient peut-être d'en dresser un portrait très très bref. Ce qui m'intéresse, c'est maintenant de regarder effectivement l'industrie qui est cette fois-ci mise en cause. C'est quoi l'industrie du divertissement? Comment est-ce qu'on la caractériserait? Est-ce que c'est effectivement une entreprise qui naît avec un médium technique et qui se déploie de façon standardisée? Oui, mais ça remonte à quand, ça? Spontanément, là aussi, on a la même réflexion pour la jeunesse. On croit savoir. On sait ce qu'est la jeunesse comme classe d'âge. Est-ce qu'on sait bien ce qu'est l'industrie du divertissement? Premier réflexe, l'industrie du divertissement, c'est le cinéma. C'est le cinéma qui apparaît, qui se crée comme industrie en abattant effectivement des corporations en tailleur qui disposaient dans une certaine mesure du monopole du loisir, c'est-à-dire le livre, le théâtre, la musique, le music-hall, etc., etc. Pensez à Chaplin. Chaplin a 19 ans. À 19 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du music-hall. Il arrive au maximum à tenir 3 spectacles par jour, successivement. C'est quand même colossal, hein. C'est quand même quelque chose de fabuleux. Qu'est-ce qu'il fait en découvrant le cinéma, et en particulier le cinéma muet? Il arrive à s'adresser à des millions de personnes simultanément, dans des milliers de lieux différents, avec des moyens qui sont les moyens nouveaux d'une invention technique qui vient d'être créée. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est quand est-ce que ça commence, ça? Est-ce que ça commence vraiment avec le cinéma? Est-ce que ça commence pas bien en amont? Est-ce que ça commence pas avec le livre, tout simplement? Est-ce que la première industrie du divertissement, c'est pas le livre? Si vous ouvrez, par exemple, Sainte-Beuve, qu'est-ce que dit Sainte-Beuve? Il dit il n'y a rien de plus dramatique que le roman feuilleton. Le roman feuilleton, c'est une production standardisée. C'est une production qui privilégie l'imagination. C'est une production qui détourne les individus de la politique ou de la vraie littérature, de l'art. Autrement dit, ça n'est ni de la culture, ni de l'action. C'est une industrie du divertissement. Donc, quand est-ce que ça commence, tout ça? Et est-ce que la cible principale est la jeunesse? C'est quelque chose que nous aurons sans doute à trancher ensemble. Alors, dans l'analyse qu'elle propose de la crise de la culture, précisément, Hannah Arendt relève déjà cette stratégie du détournement de l'attention, donc du divertissement, par le pouvoir. Et donc là, nous sommes à la cour de Louis XIV pour chercher une antériorité.
La bonne société, telle que nous la connaissons à partir des 18 et 19e siècles, a probablement son origine dans les cours européennes de l'époque de l'absolutisme, en particulier dans la société de cour de Louis XIV, qui sut si bien réduire la noblesse française à l'insignifiance politique en se bordant à la rassemblée à Versailles. Il transforma les nobles en courtisans et les fit se divertir entre eux au moyen des intrigues, cabales et commérages sans fin que cette réunion perpétuelle engendrait inévitablement. Donc est-ce qu'il n'y a pas là, effectivement, une autre question à se poser, un autre angle de vue en tout cas, c'est-à-dire que se divertir soi-même et de quoi, mais de quoi sommes-nous divertis et par qui? Quel est ce tiers qui cherche à nous divertir, dont le nom aujourd'hui serait l'industrie du divertissement au sens large, mais est-ce qu'il n'y a pas, de façon primitive, cette attention du pouvoir à nous divertir? Et de quoi le pouvoir cherche-t-il tant à nous divertir? Alors c'est amusant ce texte de Arendt, puisque à l'entendre lu par toi, Grégoire, ce serait une invitation à faire de Versailles la première industrie de divertissement. Pourquoi pas? Après tout, aujourd'hui, c'en est une, parmi d'autres, et un divertissement culturel d'un relativement haut niveau. Si l'on regarde Versailles dans sa structure même, dans ses jardins, dans ses salons, dans l'extraordinaire narcissisme dont Versailles fait étalage, la première image qui me vient à l'esprit, c'est celle de Saint-Simon décrivant Versailles et nous parlant quasiment dans des termes modernes du kitsch versaillais. C'est un parc d'attractions déjà. C'est véritablement pensé comme ça. Il nous dit, Saint-Simon nous dit, il a asséché un marais pour en faire effectivement un jardin colossal et gigantesque. Tout est de mauvais goût. Tout est uniformément de mauvais goût pour ce duc et pair de France qu'est Saint-Simon lorsqu'il assiste à la construction progressive de ce gigantesque parc d'attractions qui vise à occuper la jeunesse. Donc c'est une très belle image que d'avoir utilisé Versailles pour identifier notre problème. À ceci près que, peut-on supposer que, je te renverrai une question, pourrait-on supposer que le patron de Nintendo est un Machiavel qui sommeille, c'est-à-dire a les mêmes intentions politiques, somme toute, de monopolisation du pouvoir, qu'un Louis XIV lorsqu'il émascule sa noblesse, lorsqu'il l'éloigne du pouvoir politique et l'occupe par des ballets, des danses et des chasses à courre. C'est pas si évident. C'est pas si évident que ça. Il n'est pas du tout impossible que l'industrie du divertissement n'ait pas d'autre fin que le divertissement lui-même. N'est pas des fins politiques de plus grande importance et des fins plus trivialement économiques. C'est une rentabilité, c'est une production de richesse. C'est une production de richesse à partir de l'occupation du temps, justement. C'est une production de richesse à partir de l'occupation de l'attention, à partir de productions relativement standardisées à moindre coût. Ça, c'est un ensemble de gestes qui n'appartiennent pas à Versailles, tout de même, qui n'appartiennent pas à la cour. Qui n'appartiennent pas à la cour, certes, mais qui transforment une société. Et Versailles et le pouvoir absolu de Louis XIV, c'est bien effectivement un projet politique de tenir en main sa société, les classes de la noblesse et donc par devers ça l'ensemble du peuple. Est-ce qu'on peut faire l'hypothèse qu'il n'y ait pas derrière cette industrie de captation et de rétention de nos attentions, aucune volonté. Et aujourd'hui, ce sont des ingénieurs spécialisés dans l'ajustement psychologique du public qui élaborent à notre intention des architectures du choix auxquelles on ne peut pas échapper. J'aimerais vous lire un extrait d'un livre de Crawford, Contact, pourquoi nous avons perdu le monde et comment le retrouver, aux éditions La Découverte. Il écrit « Les médias sont passés maîtres dans le packaging des stimuli auxquels nos cerveaux ne sont pas censés pouvoir résister, tout comme les ingénieurs de l'agroalimentaire sont devenus experts dans la création d'aliments hyper appétissants en manipulant les niveaux de sucre, de gras et de sel. Ceci pourrait donc nous amener à considérer la distractivité comme un équivalent de l'obésité.
Le goût pour certains types de stimuli cérébraux semble inscrit dans nos neurones, tout comme notre goût pour le sucre, le sel et le gras. Lorsque nous sommes habitués à un environnement très artificiel, le monde naturel tente à paraître fade et insipide, comme un plat de brocoli comparé à un paquet de curly. Nous exigeons toujours plus de stimulation, sans quoi nous nous sentons nerveux, irritables, presque affamés. Une des conséquences de cet état de choses, c'est une uniformité croissante. J'ouvre un livre d'Aristote. Au bout d'une page de cette écriture âpre et sentencieuse, je commence à m'agiter dans mon fauteuil. C'est vrai, quoi, on est lundi pour finir. Bon, j'allume la télé pour regarder une série, partageant cette expérience avec 10 millions d'amis. Le lendemain, j'ai de quoi discuter avec mon entourage. Je suis quelqu'un de normal. Si j'étais restée plongée dans l'éthique à Nicomaque, j'aurais le cerveau occupé par une spirale de méditation intempestive qui aurait pu paraître étrange à mes interlocuteurs. Notre capacité de nous concentrer ou non sur des choses dénuées d'attrait immédiat a donc une conséquence culturelle majeure. C'est d'elle que dépend la préservation de la diversité intellectuelle. Insister sur l'importance des facultés de concentration que nous acquérons par la pratique, c'est reconnaître que l'indépendance de la santé et du sentiment est une chose fragile qui requiert certaines conditions spécifiques. Alors, de ce texte, on voit que la diversité, et notamment la diversité intellectuelle, culturelle, on pourrait penser qu'elle est le résultat du libre choix. Mais est-ce que nous restons vraiment libres? Et Renan, je vous pose la question concernant la jeunesse, qui a priori est peut-être plus fragile et plus influençable que nous. Comment peut-elle rester libre face à tous ces stimuli hyper appétissants? Alors, il y a deux problèmes dans cette question. C'est d'abord, me semble-t-il, que cette question renferme, c'est d'abord la question du libre choix. Ce libre choix, il doit être défini classiquement à partir d'une idéologie économiciste qui nous dit quoi? Au fond, l'industrie du divertissement, ce n'est pas autre chose qu'un ajustement spontané de l'offre et de la demande, c'est-à-dire la demande de jeunesse pour des productions, effectivement, qui ne sont pas simplement consommatrices de temps, mais qui sont relativement innovantes. On sait que la plupart des éléments de l'industrie du divertissement aujourd'hui sont façonnés, y compris par des jeunes, et mobilisent des jeunes pour être façonnés. Donc là, il y a un ajustement qui irait dans le sens d'un libre choix de la jeunesse vers ce qui l'intéresse elle-même. Et puis, il y a autre chose, qui est la projection qu'on a de la jeunesse elle-même. Et ça aussi, il faut qu'on ne cesse de l'interroger pour ne pas avoir un simple propos moralisateur ou réactionnaire par rapport à cette industrie du divertissement, qui est le fait que la jeunesse est mineure intellectuellement, qu'elle est mineure psychologiquement et qu'elle n'est pas capable, en réalité, d'identifier parmi les signaux faibles ou forts qui sont émis, justement, par ces fameux stimuli, des signaux pertinents du point de vue culturel, d'autres qui seraient de pure perte, justement, et qui seraient véritablement des dangers pour elle. Je pense que c'est fondamentalement un problème d'économie de l'attention qui est ici posé, mais Stéphane peut en dire éventuellement deux mots. Oui, en fait, l'intérêt, je pense, du livre de Crawford par rapport à ça, c'est précisément de montrer que, contrairement à ce que montrait Pascal, où au fond tout pouvait être divertissement, et au moins, quoi qu'on fasse, c'est divertissement si on ne pense pas à notre condition, il y a une sorte quand même oui, en effet, de liberté du tracas, quoi. Alors que là, au fond, une industrie organise le tuyau par lequel l'attention de tous va passer, et donc, ce que décrit bien le livre de Crawford, c'est une forme de manipulation qui fait qu'il y a un appauvrissement des contenus parce qu'il s'agit que tout le monde s'intéresse aux mêmes choses et usage quasiment neurologique quoi, des plaisirs, enfin c'est l'image du curly en réalité, des plaisirs qui font qu'on va dispenser tel plaisir à tel moment. Enfin, vous connaissez ces jeux sur les plateformes en fait, qui demandent aux gens de venir régulièrement. Si tu vas pas régulièrement jouer, en fait, tu perds tes points ou ton score, je ne sais pas trop comment ça marche. Et donc, tout un calcul, en fait, à la fois économique, mais à la fois fait sur l'étude très attentive de ce que c'est que l'attention pour occuper les gens le maximum de temps et les rendre, en fait, dépendants de ces jeux-là. Enfin, c'est une description, en fait, de la production de l'addiction, en réalité. Et c'est ça qui est en effet un peu inquiétant quand on se place en éducateur. Alors, c'est vrai qu'on a un propos moralisateur par rapport à ça, parce que peut-être on en est sorti, peut-être parce que
on est moins, ces plaisirs sont moins importants pour nous, mais ils sont un peu angoissants. Enfin, cette industrie est angoissante, oui. Alors peut-être ça nous amène à envisager la question des contenus. De quoi et avec quoi, quels sont les contenus de ces divertissements qui nous sont sans cesse proposés? Oui, c'est la seconde question qu'on peut se poser. La question des contenus, qu'est-ce qu'on est en train de nous vendre, que nous vantons? Parce que de quel contenu l'industrie du divertissement est en train de remplir nos envies, nos distractions? Donc, on doit en venir nécessairement à poser une distinction dans l'utilisation que nous faisons de notre temps libre. D'un côté, on a la distraction, on en a parlé, et de l'autre, le temps de loisiveté, en somme. Et déjà dans les années 50, Hannah Arendt s'inquiétait sur la propension de la logique marchande à investir ce champ un peu neuf des loisirs. Et je me propose de vous lire un extrait de La crise de la culture, dont la première édition date de 1954. La difficulté, relativement nouvelle avec la société de masse, est que cette société est essentiellement une société de consommateurs, où le temps du loisir ne sert plus à se perfectionner soi-même ou à acquérir une meilleure position sociale, mais à consommer de plus en plus, à se divertir de plus en plus. La société de masse ne veut pas la culture, mais les loisirs. Et les articles offerts par l'industrie des loisirs sont bel et bien consommés par la société, comme tout autre objet de consommation. Les produits nécessaires aux loisirs servent le processus vital de la société, même s'ils ne sont peut-être pas aussi nécessaires à sa vie que le pain ou la viande. Ils servent, comme on dit, à passer le temps. Et le temps qui est ainsi passé, le temps vide, n'est pas à proprement parler le temps de l'oisiveté, c'est-à-dire le temps où nous sommes libres de tout souci et activités nécessaires à notre subsistance, et, par là, libres pour le monde et sa culture. C'est bien plutôt le temps de reste, qui subsiste après que le travail et le sommeil ont reçu leur dû. Les loisirs, donc tout comme le travail et le sommeil, font irrévocablement partie du processus biologique de la vie. Et la vie biologique est toujours, au travail et au repos, engagée dans la consommation ou dans la réceptivité passive de la distraction. Un métabolisme qui se nourrit des choses en les dévorant. Et le résultat est non pas bien sûr une culture de masse, qui à proprement parler n'existe pas, mais un loisir de masse, qui se nourrit des objets culturels du monde. Et croire qu'une telle société deviendra plus cultivée avec le temps et le travail de l'éducation est, je crois, une erreur fatale. Le point est qu'une société de consommateurs n'est aucunement capable de savoir prendre en souci le monde et les choses, parce que son attitude centrale par rapport à tout objet, l'attitude de la consommation, implique la ruine de tout ce à quoi elle touche. Et Hannah Arendt poursuit un peu plus loin dans le même ouvrage. L'industrie des loisirs est confrontée à des appétits gargantuesques. Et puisque la consommation fait disparaître ces marchandises, elle doit sans cesse fournir de nouveaux articles. Dans cette situation, ceux qui produisent pour les masses médias pillent le domaine entier de la culture passée et présente, dans l'espoir de trouver un matériau approprié. Ce matériau, qui plus est, ne peut être présenté tel quel. Il faut le modifier pour qu'il devienne loisir, il faut le préparer pour qu'il soit facile à consommer. La culture de masse apparaît quand la société de masse se saisit des objets culturels. Et son danger est que le processus vital de la société consommera littéralement les objets culturels, les engloutira et les détruira. Alors, je ne fais pas allusion, bien sûr, à la diffusion de masse. Quand livres ou reproductions sont jetés à bas prix sur le marché et vendus en nombre considérable, cela n'atteint pas la nature des objets en question. Mais leur nature est atteinte quand ces objets eux-mêmes sont modifiés, réécrits, condensés, digérés, réduits à l'état de pacotille pour la reproduction ou la mise en image. Cela ne veut pas dire que la culture se répande dans les masses, mais que la culture se trouve détruite pour engendrer le loisir. Les actifs promoteurs de cette culture de masse sont une sorte particulière d'intellectuels, bien informés, dont la fonction exclusive est d'organiser, diffuser et modifier les objets culturels en vue de persuader les masses qu'Hamlet peut être aussi divertissant que My Fair Lady, et pourquoi pas tout aussi éducatif. Bien de grands auteurs du passé ont survécu à des siècles d'oubli et d'abandon.
Mais c'est encore une question pendante de savoir s'ils seront capables de survivre à une version divertissante de ce qu'ils ont à dire. Alors, pour résumer ce qu'on vient d'entendre d'Hannah Arendt, donc d'un côté, le temps libre donc investi par l'industrie du divertissement, donc qui transforme l'individu en consommateur et les objets culturels en produits, et de l'autre, donc un temps libre, un temps de loisiveté qu'elle définit comme libre de tout souci et activité nécessaire à notre subsistance, et par là, libre pour le monde et sa culture. Donc on voit bien qu'il y a un conflit à cet endroit-là, et j'ai envie de vous demander, Stéphane, sommes-nous seulement capables de préserver ce temps libre de loisiveté pour nous porter attention à nous-mêmes, de continuer à faire cet effort et pour s'ouvrir au monde? Alors, est-ce qu'on est capable, je ne sais pas, parce que finalement, ce qu'Arendt décrit, c'est un dispositif social impressionnant, donc ça dépend finalement pas que de nous. Elle joue sur le fait que l'otium, donc la scolée, le temps libre, tel qui était défini dans l'Antiquité, qui était un temps où on ne travaillait pas, mais un temps non plus qui n'était pas occupé aux activités politiques, mais un temps lié en fait à la théoria, à la contemplation, ou au fait de faire de la science, développer le savoir, que ce temps-là, en fait, n'existe plus parce que nous sommes toujours pris dans le temps du travail ou du repos du travail qui n'est fait que pour le travail. Et donc, en fait, sa critique du loisir consiste à montrer que nous sommes en train de transformer des œuvres culturelles en des œuvres de divertissement qui ne sont liées qu'à un fonctionnement économique qui perdrait en fait le sens des objets culturels. Alors, en fait, ce qui est intéressant dans le texte que vous avez lu, c'est la double question qu'elle pose, c'est quelles œuvres vont résister à ça? C'est-à-dire quelles œuvres vont résister à la transformation, je sais pas, de Don Quichotte en parc d'attractions, d'une part, et d'autre part, qui parmi nous seront encore capables d'appréhender les œuvres, non pas pour se divertir, au sens de Pascal finalement, mais pour avoir accès à ce qu'elle donnait à penser. Au fond, la pensée d'Arendt permet d'annoncer le déclin de ce mouvement de pensée. Alors, il faut tout de même se méfier un peu, si je puis me permettre, de l'arrière-plan ou l'arrière-fond très très scolastique aussi de la critique d'Arendt. Moi, j'y entends un autre écho, une autre mélodie, qui est celle de ces émigrés de l'élite intellectuelle allemande qui fuit le nazisme pour s'installer aux États-Unis et qui sont complètement déconcertés par le monde qu'ils découvrent. On a exactement le même type de discours chez Adorno et Horkheimer, par exemple, qui partent en Californie et qui trouvent monstrueux, en fait, cette barbarie éclairée au gaz que constitue l'Amérique à l'époque, et cette barbarie éclairée également à la lumière des lampes de cinéma, en l'occurrence. Et on a là tout de même l'écho d'une pensée intellectuelle qui voit l'industrie du divertissement non seulement corrompre ce qu'elle touche et ce qu'elle vise, mais atteindre les produits culturels dans leur globalité. Si bien qu'on se retrouve avec, au fond, un schéma très monolithique, où l'intégralité des produits culturels, se trouvant contaminés par la logique marchande, et de toute façon, au fond, s'avère inapproprié à toute forme de reprise réflexive. Je pense que c'est vraiment aller beaucoup trop loin. Et c'est surtout ne pas être en mesure de saisir les dimensions propres qui sont celles de l'industrie de divertissement par rapport à la production des œuvres culturelles. Alors, il va de soi qu'il est très très difficile d'opérer cette démarcation entre production d'œuvres culturelles bona fide, de bonne foi, et industrie de divertissement à proprement parler, ça c'est certain, mais y voir partout une logique de contamination de la culture par la logique de la consommation, c'est quelque chose d'un peu discutable. Est-ce que lorsque vous produisez un manuel scolaire, par exemple, vous êtes dans le divertissement? Chez Arendt, oui, très clairement, parce qu'à partir du moment où vous prétendez rendre accessible Shakespeare en lui-même sous une forme édulcorée, c'est-à-dire un passage de Shakespeare avec un commentaire aisé, et facile d'accès, et vous le mettez en circulation comme un bien de consommation à grande échelle sous la forme d'un manuel qui va être distribué à 120 000 exemplaires, en réalité, là, vous êtes dans une logique qui est assimilable.
si on prend le cadre arendtien, à la vente d'une Game Boy ou d'une gamme Nintendo. Je pense qu'il y a tout de même une distinction très très forte à conserver entre d'un côté le divertissement en lui-même et pour lui-même, et d'autre part, effectivement, une culture de masse qui, quoi qu'en dise Arendt, existe. Et c'est quelque chose de souhaitable. C'est-à-dire que lorsque Arendt nous dit la culture de masse, c'est une contradiction dans les termes, non, je suis désolé, non. Ça s'appelle l'éducation. Éventuellement, parfois, l'éducation publique. C'est la volonté de créer une culture de masse. Elle est orchestrée par des enseignants. Alors, je ne suis pas là pour défendre, évidemment, mon précaré, mais nous participons de quelque chose comme la constitution d'une culture de masse. Et si on arrive à vendre du Shakespeare à 2 €, eh ben moi, je m'en félicite. Je trouve que c'est une bonne chose. Et on pourrait dire la même chose, jouer les dialogues de Platon, par exemple. Je pense que Arendt considérerait que jouer les dialogues de Platon, c'est une façon de transformer le dialogue de Platon en autre chose que ce pourquoi il était fait et un dévoiement populaire d'une œuvre qui n'est peut-être pas faite pour ça. Je suis tout à fait d'accord avec Ronan. Évidemment, mon cher Socrate, la philosophie est quelque chose de charmant quand on s'y consacre modérément dans sa jeunesse. Pour ma part, je trouve plaisir à voir un jeune adolescent s'adonner à la philosophie. Il me semble que c'est quelque chose de beau et de noble. Et je suis d'avis que c'est l'exercice qui convient à une personne libre. En revanche, quand je vois quelqu'un de plus âgé continuer à philosopher, il me semble, Socrate, qu'un tel homme mérite des coups. Fut-il d'un naturel excellent, il perd sa dignité, l'homme qui fuit les affaires de la cité et les assemblées dans lesquelles, comme dit le poète, l'homme se distingue. En se cachant, il passe le reste de sa vie à chuchoter dans un coin avec 3 ou 4 adolescents, sans jamais dire quoi que ce soit de grand ou d'efficace. Moi, je suis ton ami, Socrate. Je suis bienveillant envers toi. Et je me retrouve à te tenir les propos que le Zétos d'Euripide tient à son frère. Non, tu ne te soucies pas, Socrate, des choses dont il faut se soucier. Et tu serais incapable de faire un discours correct dans une assemblée de justice, d'avancer des arguments vraisemblables ou persuasifs, ou encore de prendre pour un autre une décision convenable. Regarde, alors que tu n'as rien fait, si quelqu'un te suspectait, t'accusait d'avoir commis une injustice, te faisait arrêter et jeter en prison, tu sais bien que tu n'aurais rien d'utile à avancer pour ta défense. Et que tu serais tout étourdi, tu resterais là, bouche bée, ne sachant que penser. Comment cela serait-il juste? Socrate, quelle est cette science qui, d'un mortel doué, fait un incapable? Un homme qui ne peut pas se porter secours à lui-même, un homme qui peut être débrouillé de son bien par tous ses ennemis et vivre dans une complète infamie au sein de sa propre cité. Un tel individu, il est permis de le frapper impunément. Allez, bonbon, laisse-toi persuader. Arrête de réfuter. Courtise la muse des affaires publiques. Courtise ce qui te fera paraître sage. Abandonne ce genre de subtilité aux autres. Conviens que ce sont des niaiseries ou des sottises qui te font vivre dans une maison vide. Cesse d'envier ces hommes qui coupent les cheveux en 4. Et prends pour modèle ceux qui mènent grand train, en bonne réputation, et disposent de tous les autres biens. Voilà. Alors ça, c'était un extrait je ne vous l'apprendrai pas, à vous, philosophes, de Gorgias de Platon, des invectives de Calliclès envers Socrate. Donc, il y a une inversion là qui se passe dans ce que dit Calliclès, c'est que d'un coup, là, on accuse la philosophie de divertir, de détourner les individus des affaires publiques. Et vous, donc, tous deux, Ronan et Stéphane, qui êtes professeurs de philosophie, philosophes, qui êtes enseignants, qui travaillez donc avec des jeunes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur
sur ça. Est-ce que vous pensez que, effectivement, la philosophie détourne les affaires publiques? Je pense que votre réponse, je la connais peut-être. Et surtout, à quoi pense la jeunesse quand elle philosophe? La question que pose, cette question que pose Calliclès, même si Calliclès est un personnage outré inventé par Platon, elle est la condition même de notre engagement, enfin moi de mon engagement dans la philosophie, parce que en réalité c'est pas tellement une question qui est posée aux adolescents, à nos élèves, parce que finalement nos élèves ils sont dans la situation légitimée par Calliclès, ils viennent pour faire de la philosophie, mais la question c'est pourquoi ils font de la philosophie, et la critique elle est envers nous, parce que nous sommes des philosophes professionnels, qu'on le veuille ou non, nous vivons de faire de la philosophie, en tout cas d'enseigner la philosophie, et la question c'est de savoir comment justifier ce choix de vie et surtout que transmettre aux enseignants. Alors je ne sais pas toi ce que tu dis à tes étudiants, Renan, mais moi j'ai toujours la difficulté de savoir si je parle à des futurs philosophes professionnels, ce que j'aurais du mal des fois à justifier, ou est-ce que je suis en train de les former, en effet, comme le dit Calliclès, à en fait des méthodes qui permettent par ailleurs de faire tout autre chose. Et moi, en fait, c'est une question que j'ai pas complètement résolue, c'est-à-dire, pour moi, je pense que l'intérêt aussi de l'enseignement de la philosophie, ce n'est pas que de faire des philosophes, c'est aussi de donner des gens, alors peut-être pas qu'ils peuvent se défendre contre des accusations telles que Socrate les a endurées, c'est pas ça le problème, mais c'est aussi des méthodes pour, non seulement pour penser, mais pour agir de façon éclairée. Et voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce texte, et finalement, je trouve que c'est une vraie admonestation aussi aux philosophes professionnels que nous sommes. C'est vrai, incontestablement. Moi, j'y vois autre chose aussi. C'est la capacité, dans cette mise en scène, puisqu'il s'agit d'une mise en scène aussi, d'interroger la normativité à partir de laquelle on juge du temps libre qu'on s'octroie et qu'on utilise pour telle ou telle destination, que ce soit le divertissement, que ce soit en l'occurrence la philosophie. Qui juge là? Si ce n'est un citoyen d'Athènes qui est reconnu d'une grande famille, qui s'estime investi d'une responsabilité politique ou qui s'estime investi d'une responsabilité professionnelle, peu importe là. Est-ce que ce n'est pas à partir de cette critériologie-là que nous jugeons la plupart du temps la jeunesse, en nous trouvant nous-mêmes investis d'une nécessité professionnalisante ou que sais-je, en nous trouvant investis de quoi? De ce qu'est la réalité du temps dont on use de manière générale, par opposition à des mésusages. En l'occurrence, la philosophie est intégrée aux mésusages, donc pour nous c'est très intéressant de le penser. Mais c'est quoi le bon usage du temps? Est-ce que le bon usage du temps c'est la politique? Est-ce que le bon usage du temps c'est effectivement le métier et sa réalisation, ou la réalisation de soi-même à travers un métier? Là, en l'occurrence, la philosophie s'introduit dans ce temps libre pour en produire autre chose. On a évoqué tout à l'heure Matthew Crawford, je pense que c'est un texte aussi qui est passionnant pour ça. Matthew Crawford, c'est un philosophe mécanicien. Donc il défend l'idée, effectivement, selon laquelle il y a un certain nombre de métiers qu'on a perdus, qu'il faut réhabiliter, qui sont des métiers de réalisation et de réalisation de soi. Mais par ailleurs, il défend encore la nécessité de la philosophie, qui est une occupation particulière du temps libre, à des fins critiques. Comment la jeunesse utilise-t-elle son temps libre? N'y a-t-il pas entre l'âge adulte, adultima, c'est-à-dire le stade ultime du développement qui est supposé dans la représentation normative de l'être social, et la jeunesse, une contradiction foncière qui est presque analogue à d'autres contradictions, les contradictions de classe, la lutte des classes, etc., qu'on peut retrouver dans le monde social par ailleurs. Est-ce que cette jeunesse-là, on n'essaye pas de l'enrégimenter, de l'enrôler à des fins particulières, qu'elles soient politiques, économiques ou autres? Ça, c'est une interrogation qui mérite d'être posée. Il n'est pas sûr du tout qu'elle soit reprise ou qu'elle soit véritablement pensée par l'industrie du divertissement, mais ce qui est vrai, c'est que la philosophie est un des domaines dans lequel on peut utiliser son temps à des fins critiques, c'est-à-dire aux fins d'une interrogation de la normativité propre de nos jugements sociaux lorsqu'elle pèse, y compris sur la jeunesse. C'est la raison pour laquelle moi je crois vraiment que la philosophie, ce n'est pas une discipline de sages chenus, âgés, aux tempes grises, comme c'est mon cas, mais c'est surtout une discipline qui s'adresse effectivement à la jeunesse pour lui poser la question de savoir mais comment tu disposes de ton temps, toi,
sans ordonner nécessairement à la temporalité sociale, ou encore, bien sûr, c'est une chance, à la temporalité sociale qui t'est imposée, c'est-à-dire celle du métier. Ne glorifions pas cette image-là, parce que lorsque nous la glorifions, nous rencontrons effectivement toute la critique réactionnaire qui s'est tournée contre la jeunesse et ses divertissements depuis des siècles. Le roman feuilleton, le cinéma, la télévision, Internet, etc., etc. Cette critique de déploration, on la rencontre partout. Et ce qui est très très beau, c'est effectivement qu'elle a exactement la même tonalité lorsqu'elle s'applique à la philosophie au 5e siècle avant Jésus-Christ dans la bouche de Calliclès. C'est tout de même assez puissant. Bien, ben peut-être nous allons nous en tenir là pour ce soir, c'est-à-dire que le sujet est à peine ouvert. Nous aurons l'occasion d'y revenir et en espérant pouvoir reprendre notre programme en présence de vous, le public, afin de donner une autre forme et en vous impliquant de façon plus effective dans nos prochaines délibérations. Merci. Merci à tous. Merci. Merci.